Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va faire l'analyse quantitative de Johnson & Johnson. Le but de cette analyse ici aujourd'hui, c'est de pouvoir vérifier est-ce qu'au prix actuel, Johnson & Johnson pourrait représenter une opportunité d'investissement. Actuellement, l'entreprise cote aux alentours de 171 $ l'action. Donc, notre analyse va se baser uniquement ici sur l'étude de la stabilité des revenus, des marges, du bilan ainsi que d'une évaluation. Donc, à la fin de cet exercice, on saura si au prix actuel, Johnson & Johnson pourrait représenter une opportunité d'investissement. Attention, ça ne veut pas dire que ça vous absout de lire les rapports financiers. Il est très important de lire les rapports financiers parce qu'ici, on fait uniquement une analyse quantitative. Donc, ça dit qu'on présente les états financiers et vous allez lire les rapports financiers pour faire parler les états financiers. C'est très important. C'est ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Une analyse fondamentale, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Le quantitatif, c'est la présentation des chiffres. Le qualitatif, c'est faire parler les chiffres. Déjà, avec le quantitatif, vous pouvez savoir si l'entreprise pourrait être intéressante ou pas. Ça vous permet de pouvoir gagner du temps dans vos recherches. Donc, on va étudier Johnson & Johnson ici aujourd'hui, qui est une entreprise pharmaceutique. Donc, la première chose qu'on regarde, c'est la stabilité du revenu sur les 5 à 10 dernières années. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On a plutôt un revenu croissant, d'accord? Donc, je vais juste le mettre ici en plus gros. Donc, on a un revenu croissant ici à long terme. Depuis 2011 à 2021, on a 91 millions ici, 91 milliards en 2021 et 62 milliards en 2011. Donc, on a un revenu croissant. C'est parfait. Checkmark. Maintenant, on va étudier la marge brute. La marge brute doit également être stable ou croissante. On remarque ici qu'on a une stabilité aux alentours des 69-70% de marge bénéficiaire, mais à partir de 2017, on a des marges bénéficiaires de 67 ou 68%. Attention, ce n'est pas signifiant, mais il faut vérifier pourquoi est-ce qu'on a cette variation-là. Dans l'ensemble, moi, j'aime ce que je vois, mais il faut poser les bonnes questions quand vous allez lire les rapports financiers. Pourquoi on a cette variation-ci? Mais ce n'est pas une variation exceptionnelle. Ça peut être que l'entreprise, c'est peut-être d'effet d'un segment d'activité, ou bien présentement, elle vend des produits qui ont des marges plus basses que d'habitude, ou bien la compétition, elle a de la compétition par rapport à certains produits qu'elle vend. Donc, c'est une foultitude d'explications. Donc, vous n'avez pas le choix que de lire les rapports financiers. Mais dans l'ensemble, les marges bénéficiaires de 60, 67, 65, 70%, c'est exceptionnel, c'est une bonne chose. Dans les compagnies pharmaceutiques, c'est ce qu'on aime voir, et surtout pour les grandes compagnies pharmaceutiques comme Johnson & Johnson. Troisièmement, on va étudier la marge opérationnelle. Donc, la marge opérationnelle, c'est ce qui nous reste quand on a payé la dépréciation et amortissement, le personnel ainsi que les dépenses en marketing. La même chose, on cherche la stabilité ou la croissance. On remarque la même chose que sur la marge brute. On a une croissance ici et on a une décroissance à ce niveau. Donc, il devient très important de lire les états financiers de 2017, 2018 pour savoir pourquoi est-ce qu'on a cette variation-là. Mais dans l'ensemble, moi, j'aime ce que je vois. Aux alentours de 25%, c'est pas mal. On n'est pas à 28%, mais on est quand même à 25%. C'est pas mal. Je recherche la stabilité ou la croissance. Ici, j'ai une certaine stabilité. Donc, on ne peut pas dire que c'est une véritable décroissance. Donc, j'aime ce que je vois, c'est un checkmark. Maintenant, on va regarder la marge EBITDA. Donc, au niveau de la marge EBITDA, c'est la même chose, la stabilité ou la croissance. Ici, je peux voir qu'on est aux alentours des 33-34%. Donc, j'aime ce que je vois également, c'est un checkmark. Contrairement à la marge brute et la marge opérationnelle, la marge EBITDA a tendance à rester stable, ce qui est une bonne chose. Donc, l'entreprise a une pression au niveau des prix. Elle maintient le même niveau de dépenses opérationnelles, mais elle arrive à maintenir des marges EBITDA stables. Ça veut dire qu'elle arrive à bien gérer ses coûts. Donc, c'est une entreprise très consciencieuse. J'aime bien ce que je vois ici. Maintenant, on passe à la stabilité du bilan. La stabilité du bilan, pour moi, c'est dette nette sur EBITDA. Donc, la dette nette sur EBITDA doit être inférieure à 5 pour ce genre d'entreprise-ci. Ici, on est presque à 0. Il n'y a rien. C'est une entreprise qui n'a presque pas de dette. Parfois même, elle a plus de cash que de dette. Donc ça, c'est un gros checkmark. J'aime ce que je vois ici. C'est exactement ça que j'aimerais voir dans une entreprise de qualité. La qualité se gère toujours très, très bien. Maintenant, on va passer à l'évaluation. Au niveau de l'évaluation, j'utilise toujours la valeur d'entreprise chez EBITDA.
Donc, la valeur d'entreprise et EBITDA, ça me permet d'apprécier généralement très rapidement la valeur d'une entreprise. Ici, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la moyenne pour cette entreprise-ci, c'est 11,46 fois les EBITDA par rapport à la valeur d'entreprise. Donc, ici, en date d'aujourd'hui, on est à 14,34. Donc, on pourrait dire que l'entreprise est un tout petit peu surévaluée. Donc, on va aller regarder ça en profondeur. Mais à l'état actuel des choses, je ne serais pas enclin à investir dans cette entreprise-ci. Parce que remarquez une chose, 2009 à 2012, on était inférieur à 10 fois les EBITDA. Je vous ai toujours dit que le chiffre magique, c'est 10 fois les EBITDA. Maintenant, on se rend compte que depuis 2016, on est aux alentours de 12 fois les EBITDA. C'est pas grave non plus, on est toujours au niveau de la moyenne. Mais en date d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vais payer 14 fois les EBITDA? Est-ce que c'est vraiment un prix juste? Je ne pense pas. Mais on va aller plus loin que ça. Donc au niveau de l'évaluation ici, j'ai pris 3 scénarios différents. Premièrement, le revenu à 91 milliards, donc 91, d'accord. La marge de l'EBITDA, c'est 35%. D'accord? 35% de 91 milliards, ça fait 32 milliards. J'arrondis toujours. Ça fait 32 milliards. 32 milliards multiplié par 10 fois les EBITDA, ça revient à combien? 320 milliards. Moins la dette nette, ça revient à 320 milliards et 232 millions. Donc, divisé par le nombre d'actions, on se rend compte qu'au prix actuel, l'entreprise est surévaluée de 29%. Maintenant, la seconde hypothèse, c'est toujours revenu de 91 milliards, croissance des revenus de 3% sur les 5 prochaines années. Donc, ça revient à 37 milliards en termes d'EBITDA. Multiplié par 12 fois les EBITDA, ça revient à combien? 168. Au pire, on est à 121 millions. Excusez-moi. Pourquoi j'ai dit toujours millions? Donc, excusez-moi par rapport à millions. Je ne sais pas. Sans doute, je vais gagner au loto cette période-ci. Mais c'est 121 $ l'action. 146 $ l'action et 168 $ l'action. Je ne parle pas, ici, on n'essaye pas de trouver la valeur précisément parce que déterminer la valeur d'une entreprise, c'est une estimation. Donc, c'est un range de valeur. Donc, c'est un intervalle de valeur. Donc, pour moi, ici, la valeur de l'entreprise se situe entre 121 $ et 168 $. Pour moi, présentement, je pencherais plutôt aux alentours de 146 $ l'action. Au prix actuel, l'entreprise est surévaluée. Donc, c'est vrai qu'il y a de la croissance, mais n'oubliez pas que dans ce scénario-ci, j'ai mis de la croissance et dans celui-ci également, j'ai mis de la croissance. Donc, s'il fallait payer Johnson & Johnson au prix actuel, je serais plutôt patient. J'aimerais acheter cette entreprise aux alentours des 80 $, 60 $ l'action par là. Donc, le prix actuel ne me satisfait pas. C'est pas quelque chose que j'aimerais, c'est pas une entreprise dans laquelle j'aimerais investir ici aujourd'hui. C'est pas parce que c'est pas une entreprise de qualité. C'est juste parce que je considère que le prix actuel est très haut. Et ne vous inquiétez pas, le DCA ne va pas vous sauver. Et il faut que je précise une chose. Ne faites pas du DCA sur des actions, s'il vous plaît. Sur des actions, ne faites pas de DCA, on fait du dollar value averaging. Donc, c'est-à-dire que si vous achetez l'entreprise et que l'action se casse la gueule, ça veut dire que premièrement, si vous avez acheté l'entreprise, c'est parce qu'elle était déjà sous-évaluée. Et si vous achetez en supplément, c'est parce qu'elle est encore sous-évaluée. Mais il faut toujours remettre l'entreprise dans son contexte. D'accord? On ne fait pas juste du DCA juste pour faire du DCA. C'est très bête. Ça n'existe pas. Et si vous pensez que c'est comme ça que la bourse fonctionne, c'est normal que vous perdiez de l'argent. Et si vous pensez que le dividende va vous sauver, c'est normal que vous perdiez de l'argent. Et au moment où vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de mal faire, c'est quand vous aurez déjà 60 ans. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions. Quand vous investissez dans une entreprise, vous n'avez pas le choix de lire les rapports financiers. Sauf si vous êtes un trader. Et quand vous êtes un trader, c'est un travail à temps plein. D'accord? C'est pas que je mets un trade, je vais travailler la journée, je reviens le soir. Non. Je suis devant mon écran matin, midi et soir. C'est un travail à temps plein. Investissez à long terme. Ne vous concentrez pas sur le dividende, mais concentrez-vous sur la qualité de l'entreprise et sur la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie libres, croissants dans le temps. Parce qu'à la fin de la journée, comment est-ce qu'on paye les dividendes? Avec les flux de trésorerie libres. Donc, ne comptez jamais sur moi pour vous parler de dividendes. Parce que je considère que le dividende est une mauvaise information. D'accord? Ce n'est pas que le dividende n'est pas bon. Ne vous méprenez pas. J'aime les dividendes. Mais je considère que
pour quelqu'un qui va vous dire que oui, le dividende est croissant de 20% depuis 5 ans, c'est des conneries. C'est pas important. Est-ce que le bénéfice par action ou bien le free cash flow par action est croissant de 20% sur les 5 dernières années? Si c'est non, ça n'a pas d'importance, la croissance du dividende. Ça n'a vraiment pas d'importance. Parce que l'entreprise a le choix, avec le free cash flow, de payer le dividende, repayer la dette, racheter des actions ou bien de faire des acquisitions. Donc, faites attention aux dividendes. Ne basez pas vos raisonnements sur dividende aristocrate, machin. Ça n'existe pas. Si c'est une entreprise qui est dividende aristocrate, la seule information que ça vous donne, c'est que l'entreprise est de qualité. Point. Ça ne veut pas dire que l'entreprise c'est une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Et c'est ça le problème. À chaque fois que vous allez voir sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui vont vous parler de dividendes sans jamais rentrer en profondeur. Ici, aujourd'hui, je reste en surface. Moi, je n'ai pas la prétention de rentrer en profondeur, mais je vous dis une chose, l'évaluation, c'est la base. L'évaluation, c'est la base. Posez la question aux gens qui détiennent AT&T. Demandez-leur, AT&T augmente son dividende depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on en est où par rapport au dividende? Elle a toujours maintenu son dividende jusqu'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'elle va couper son dividende bientôt. Déjà, ne l'oubliez pas. Mais également, l'entreprise a pris des mauvaises décisions par rapport à ses acquisitions. Et ça, beaucoup de gens ne l'ont pas vu parce qu'ils sont obnubilés par le dividende. La façon dont je parle, vous pouvez penser que le dividende me dérange. Mais non, j'adore les dividendes. Mais j'aime les dividendes sur les compagnies qui doivent payer des dividendes. Pas sur les compagnies qui ne devraient pas payer des dividendes, mais qui le payent pour satisfaire les investisseurs. Parce qu'à la fin de la journée, si on me paye un dividende en date d'aujourd'hui et que le prix de l'action se casse la gueule de 50%, je perds de l'argent dans tous les cas de figure. Et je ne deviendrai pas un investisseur à long terme parce qu'il y a un dividende. Non, j'investis à long terme parce que l'entreprise est de qualité et qu'il y a de la croissance. De toutes les façons, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Par rapport à Johnson & Johnson, c'est une belle entreprise, mais le prix actuellement est trop élevé pour moi. Donc moi, je dirais que pour acheter ce genre d'entreprise, on va se situer aux alentours de 60-80$ l'action au maximum. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine vidéo.